pensez-vous du mouvement du 20 février? Ben, le mouvement du février, moi j'ai juste une question à vous poser. D'abord, qui est derrière ce mouvement? Parce que il y a beaucoup de gens, oui, on dit les jeunes, mais il y a beaucoup de gens qui veulent déstabiliser notre monarchie et nous avons besoin, bien sûr monsieur, mais vous pouvez venir vous joindre à nous parce que c'est facile de lancer des slogans et puis partir. Donc aujourd'hui, nous manifestons pour soutenir les réformes globales entreprises par le Maroc, par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Alors il s'agit évidemment d'un tournant historique du Maroc. Donc, je m'appelle Rita Benes, je suis née en Belgique, je suis une jeune issue d'immigration marocaine, comme on nous appelle, deuxième génération, et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. J'ai appris tellement de choses, mais malheureusement, je n'ai pas la même vision que mademoiselle Erazaoui. Et je trouve ça dommage parce que vous avez dressé aujourd'hui un tableau noir du Maroc. Vis-à-vis de moi, c'est pas grave parce que je le découvre, mon pays. Pour moi, il évolue énormément, mais par rapport à l'Assemblée qui ne connaît pas le Maroc, je trouve ça un peu dommage. Je voudrais juste revenir sur trois grands points que Sa Majesté a fait depuis son avènement. Il faut savoir qu'il y a trois grandes réformes. Notamment, je peux continuer? Trois grandes réformes. Notamment, il a créé l'instance équité et réconciliation. C'est quand même énorme comme travail. Donc, commission d'enquête sur les violations des droits de l'homme qui ont lieu durant les années de plomb Maroc, ce qui a permis de dédommager de nombreuses victimes. Donc il y a également la Moudawana. Je tiens à signaler aussi que nous, les femmes marocaines, nous avons, en plus de la Journée internationale des femmes, nous avons le 10 octobre, je connais rien que pour nous. Et cette année à Bruxelles, nous avons tenu à commémorer cet événement et nous avons mis à l'honneur des femmes connues et des femmes moins connues, notamment la tante du roi, la Aïcha défunte, qui a fait un travail énorme. J'invite les gens à revoir l'histoire. Oui, elle a pris la parole devant des hommes, elle a retiré le foulard et elle a incité de nombreuses filles à aller à l'école. Et la troisième grande réforme qui retient mon attention en tant que jeune issue de l'immigration, c'est l'INDH, la création de l'INDH, donc l'Initiative nationale pour le développement humain. C'est quand même un financement de la part du roi pour soutenir des projets générateurs de revenus. Alors, c'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à la femme, c'est vrai, mais n'oublions pas que le Maghreb, c'est quand même des pays africains qui sont en voie de développement. En Europe, je vous avoue que pour avoir la parité homme-femme au niveau, ne fût-ce que des listes électorales, les femmes ont dû se battre. On doit se battre tous les jours, aussi bien dans le public que dans le privé. Je travaille dans une société d'ingénierie et informatique et j'aime autant vous dire que dans les conseils d'administration, sur 12 personnes, il y a une seule femme. Donc c'est un combat de tous les jours que nous menons et c'est un devoir que nous devons faire. Je trouve dommage en tant que journaliste, vous n'ayez pas été objectif parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au Maroc. Sur le terrain, vous faites quoi? C'est bien hein, les pique-niques pendant le mois de Ramadan. Je voulais juste rendre hommage également à toutes nos mamans et à Madame Aïcha Chenna qui a fait un travail formidable par rapport aux femmes au Maroc. Je voudrais citer son exemple qui, grâce à elle, et je pense qu'elle travaille dans la même lignée que Madame Bin Saïd par rapport à Solidarité féminine. Grâce à elle, elle a fait un travail énorme au Maroc. Et on n'a pas attendu le printemps arabe pour que cette femme avance. Et j'aurais voulu aussi l'entendre aujourd'hui parce que grâce à elle, il faut savoir que tous les enfants nés hors mariage, dans le livret de famille, ils ont la chance d'avoir un prénom donc ils ont le prénom d'un maman et d'un papa. Et je sais aussi qu'elle luttait pour qu'au Maroc on puisse instaurer le test de l'ADN qui, je crois, chez vous en Tunisie existait déjà. Vous me corrigez si c'est le cas ou pas. Et j'espère que ça aussi, ça pourra naître un jour au Maroc. Moi, je voudrais juste inviter toutes les personnes qui ne sont pas peut-être du même avis que moi, qui sont peut-être dans l'opposition, à participer également au développement du Maroc, parce que je découvre également un Maroc où les femmes vivent dans la précarité comme ici. On vit aussi une crise économique énorme en Europe, il faut le savoir, et les premières victimes aussi, ce sont les femmes.
Il faut voir en France, il y a des femmes qui se retrouvent, dirigeantes, qui se retrouvent dans la rue avec des enfants. En Belgique aussi, j'ai des collègues qui n'arrivent pas à terminer le mois et les femmes ont plus de difficultés à le faire. Donc il faut savoir qu'ensemble, on peut aller de l'avant. Et je voulais aussi me servir un peu de votre expérience en Tunisie pour voir comment au Maroc on peut également aller de l'avant. Donc voilà. Je réponds à la première interpellation faite par Madame, pardon, j'ai pas retenu votre nom. Donc bon, je me garderai bien de faire des argumentum ad hominem. Je vous remercie au contraire d'avoir abordé 3 points sur lesquels il était important de revenir parce que ce sont les 4 points sur lesquels le régime marocain axe toute sa propagande depuis l'avènement du règne de Mohamed VI et qui sont, si on veut, les dossiers phares, disons les chantiers phares de Mohamed VI qui sont là et qui sont utilisés par des gens comme vous, par la presse marocaine, par les officiels marocains pour dire que nous sommes dans un pays fantastique, avec un roi extraordinaire, que nous nageons dans la démocratie en somme. Donc vous avez parlé, le premier point c'était l'instance équité et réconciliation, l'IER. L'IER qui est aujourd'hui vendue comme étant cette opération par laquelle le régime marocain a soldé les exactions du passé. Le discours officiel au Maroc aujourd'hui c'est de dire oui, il y a eu de la torture, oui, il y a eu des enlèvements, oui, il y a eu des prisons secrètes, mais c'était sous Hassan II. Depuis la mort de Hassan II en 1999, au Maroc, nous sommes en démocratie, alhamdoulilah, tout va bien, on a un gentil roi qui est exceptionnel. En réalité, l'instance équité et réconciliation a fait un travail de catharsis, c'est-à-dire de reconnaissance des exactions du passé, en convoquant les victimes qui se sont exprimées, qui ont été, pour certaines, pour celles qui l'ont accepté, dédommagées en recevant une somme d'argent, mais l'instance équité et réconciliation avait, la première condition était celle de ne pas désigner les bourreaux, de ne pas dire les noms des bourreaux. Et puis, les bourreaux de l'ère Hassan II, non seulement n'ont jamais été désignés, n'ont jamais été jugés, mais pire, ils sont encore en place. Je cite par exemple le général Hosni Ben Slimane, qui est à la tête de la gendarmerie royale, très proche du palais, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt en France, dans l'affaire de l'enlèvement de Mehdi Ben Barka, et qui est toujours en place. Je parle aussi, par exemple, des différentes personnes, les Negri et compagnie, je parle des responsables de la DST, je parle des petits tortionnaires de commissariat, je parle de l'Haj Qaddoul Yousfi, le tortionnaire de Moulay Shrif qui a torturé une génération de Marocains et qui est aujourd'hui, qui vit tranquillement et qui va prendre son café sans que personne ne le dérange. Donc il y a premièrement ce volet-là, le volet de l'impunité. Deuxièmement, l'instance équité et réconciliation dont vous faites l'éloge est sortie avec un certain nombre de recommandations. Et ça, c'était très important. Il y a eu 10 recommandations pour que ça ne se reproduise plus jamais. Parce qu'au-delà de la catharsis, au-delà du fait de dire « ok, il y a eu des exactions », le plus important, c'était de faire en sorte de mettre en place des mécanismes pour que plus jamais ces exactions ne soient reproduites. Aucune des 10 recommandations de l'IER n'est entrée en vigueur à ce jour. La première recommandation de l'instance équité et réconciliation, c'est la primauté du droit international sur le droit marocain en matière des droits de l'homme. Aujourd'hui encore, cette recommandation n'est pas appliquée. La preuve, si l'on donnait la primauté au droit international des conventions signées et ratifiées inconditionnellement par le Maroc sur le droit national, nous aurions par exemple une égalité pour les femmes. Nous aurions effectivement levé les réserves et pas seulement levé les réserves sur la CEDAW comme ça, sans que ça n'entre en application. Troisième point sur l'IER, avant de finir sur ce point-là particulièrement. Le rapport final de l'instance équité et réconciliation a été amputé de paragraphes entiers qui n'ont pas été publiés, qui n'ont pas fait l'objet d'une publication. Je fais notamment référence au paragraphe relatif aux faits sur l'affaire de l'enlèvement et de l'élimination de l'opposant Mehdi Ben Barka. Je défie quiconque de dire aujourd'hui
ce qui s'est passé dans ce dossier? Évidemment, on ne peut pas le savoir puisque le rapport de l'IER n'a pas fait la lumière là-dessus. Le paragraphe relatif à l'affaire Mehdi Ben Barka a Alors, été... très brièvement, Réagir, c'est un groupe de travail qui regroupe des délégués et qui analyse le passé, l'histoire, pour mieux comprendre l'avenir, pour mener des actions et surtout pour lutter contre toutes les idéologies fascistes. Alors, je suis issue de l'immigration belgo-marocaine, j'en suis fière. Papa militait, il m'a transmis ça. Et pourquoi je précise ça? Tout simplement par rapport au nouveau gouvernement qui a été mis en place. Nouveau gouvernement, soi-disant de droite, centre-droite. Et j'ai quand même été heurtée par le passé de certains ministres aujourd'hui qui occupent des places importantes. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Et puis, deuxième chose, il y a un rendez-vous à ne pas manquer, le 6 novembre. Le 6 novembre, je compte sur vous tous, tous les citoyens. Pourquoi? Parce qu'on doit se mettre tous ensemble, sortir dans la rue pour préserver nos acquis sociaux. Pourquoi est-ce que le roi a attendu la naissance du mouvement du 20 février? Il n'a pas attendu, excusez-moi, il n'a pas attendu. Le processus de démocratie a commencé depuis 1999. C'était question de temps tout simplement. On a commencé avant les révolutions des pays arabes. C'était question de temps tout simplement.